Yvan est né en 1971, mais il est né en Suisse. On a beaucoup de Suisses ce soir. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Mais très tôt, tu t'es barré là, avec la famille, enfin tu as suivi plutôt, et vous êtes parti faire un tour du monde en famille, c'est ça? Un père boulanger en Suisse, ouais, qui pète les plombs, et il arrive à embarquer ma mère pour aller faire un tour du monde en famille. Et donc on se retrouve à 4 voilà, pendant 3 ans et demi à faire le tour du monde en voilier. Et t'avais quel âge là? 8-12 ans. Et t'as travaillé un peu là? Tu étudies un peu le français, Bon, l'espagnol, l'anglais, pas tout ça beaucoup, ou pas? non. Un peu de cours par correspondance sur le bateau, mais c'est tout, sinon de quoi. la plongée, de la pêche, de la navigation. Voilà, c'est là que j'ai appris à naviguer au sextant et toute cette voile toute simple qu'on avait au début des années 80. L'école de la vie, on va dire, quoi. Voilà. Alors, plein de souvenirs évidemment de marins, notamment en 1997. C'était la Transat Jacques Vabre avec ton frère, le Gretélan. Ouais, c'était un grand moment. Oui, quand tu es deux frères et que tu es né sur un bateau, que tu as été conçu sur un bateau, quoi de plus beau que de gagner une course au large comme la Transat Jacques Vabre, qui est une des courses les plus connues au monde, et de la gagner à deux comme ça, c'était vraiment une victoire incroyable. Et puis forcément, aujourd'hui, je lui rends hommage parce qu'il a disparu en mer, mon pauvre frère. 2015, c'est ça, 2015. Voilà, en 2015, d'un accident de plongée au Tuamotu, en Polynésie. Et puis voilà, donc en tout cas, il aurait adoré suivre ce projet Sea Cleaner dont on m'a parlé tout à l'heure. Absolument. Alors, dans tes bons souvenirs, tu te souviens de la première fois où tu as passé le Cap Horn? Oui, c'était. En fait, j'ai passé qu'une fois. Hein. Je suis pas un vrai marin encore, mais j'ai le droit de pisser au vent maintenant. Donc je l'ai passé en fait avec l'engin le plus petit qu'on puisse imaginer, un petit catamaran de plage, à peu près 2 fois grand comme l'Estrade. Pas de cabine, pas de protection, et voilà, je suis revenu 3 jours de navigation autour du Cap Horn, ça avait 8 mètres de creux, force 8 avec ce petit bateau. T'as pas eu peur? Non. Non. Au contraire, ça m'a donné l'idée de faire le tour du monde en catamaran de sport après. Donc, ouais, t'as continué. Alors, voilà. Quand t'as peur, tu bois un petit coup de rhum. Justement, t'as fait la route du Rhum. Combien de fois la route du Rhum? Et puis, quel est ton meilleur et ton pire souvenir? 3 fois la route du Rhum, mais alors mon frère l'a gagné 2 fois, lui il a été expert dans la matière. Moi j'ai chaviré en fait à la route du Rhum 2002 comme 15 des 17 bateaux qui étaient engagés, et je me souviens d'être resté dans la coque à l'envers pendant 5 jours, sans eau, sans nourriture, sans vêtements de rechange. Sans télé? Au mois de novembre, non, il n'y avait pas la PlayStation à bord, elle était plutôt dans l'eau comme ça. Donc tu as passé 5 jours dans la flotte, à l'intérieur, quoi. Ouais, en fait je voulais pas déclencher les secours. Je voulais absolument attendre mon équipe qui allait venir me chercher. Ils m'avaient dit 3 jours au téléphone, par satellite. Et puis ça s'est terminé en 5 jours. Voilà. En 5 jours. Petite expérience de survie. Alors, ensuite on continue. Et tu as plein de records à ton actif, notamment récemment, l'an passé, en 2022, une traversée de la Manche, c'est ça? Oui, maintenant, depuis 10 ans, je navigue sur plutôt des tout petits bateaux. C'est le concept le plus écologique possible, le plus simple possible. Et effectivement, on a battu le record à la traversée de la Manche. Alors, dans un premier temps, j'ai fait une tentative avec mon fils. Et ça s'est terminé par le fait que je tombe à la mer. Et je me suis fait récupérer par mon fils à la tombée de la nuit. Donc, autant dire que même près de la Manche, au milieu de la Manche, on peut y laisser sa peau. Et mon fils, ça l'a découragé un petit peu, je crois, le fait de récupérer son père au milieu de l'eau comme ça. Et après, j'ai refait une tentative et on a battu le record du monde de la traversée de la Manche l'année dernière. Alors, cette ONG, donc déjà, tu nous rappelles le nom, tu l'as créée quand et c'est quoi les idées forces? Alors moi, je fais le tour du monde en catamaran de sport en 2013-2015 pendant 18 mois et je navigue le long des côtes indonésiennes, Sri Lanka, Maldives, et c'est là que je découvre vraiment la pollution des plastiques. Moi qui avais fait ce tour du monde enfant 33 ans plus tôt, il n'y avait pas de pollution au début des années 80. Et là, littéralement, j'ai fait face à cette pollution. Les plastiques se coincent dans mes gouvernails, mes dérives pendant 2 mois. Et donc, quand je rentre de ce tour du monde, je suis un peu écœuré et je décide de lancer une ONG qui s'appelle The Sea Cleaner en me disant qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce fléau des plastiques dans les océans. Qui, il faut le dire, aujourd'hui, c'est 12 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. 12 millions de tonnes chaque année. Voilà, et ça sera 3 fois plus en 2060, ça sera probablement 10 fois plus en 2100. On avale l'équivalent d'une carte bancaire de plastique chaque semaine, chacun de nous tous. Donc même sur la santé humaine, ça commence à avoir des impacts étonnants. Et donc moi je me suis dit, il faut prendre ce problème à bras le corps. Les industriels n'ont pas vraiment la solution parce qu'en fait, aller chercher du plastique dans la mer, c'est évidemment un surcoût énorme. C'est pas une économie circulaire comme on peut l'imaginer dans le carton, le verre, le métal et tous ces matériaux où on vous parle beaucoup d'économie circulaire et ça fonctionne. Là, évidemment, ça coûte de l'argent d'aller chercher ces plastiques dans les rivières, dans les fleuves, dans les embouchures des grands fleuves. Et donc, il n'y a qu'une ONG qui pouvait relever le défi. C'est ce qu'on essaie de faire. Il y a combien d'espèces identifiées en mer aujourd'hui? Il y en a à peu près combien d'identifiées réellement? Et il y en a combien en estimation à identifier?
Je crois que de mémoire, il y en a 230 000 ou 240 000. Ouais. Et les scientifiques pensent on a découvert peut-être que la moitié des espèces dans les océans. Donc ça serait quand même dommage de voir des espèces disparaître des océans, alors même qu'on ne les a pas encore découverts, à cause de ces plastiques, parce que les plastiques se décomposent en microparticules, en nanoparticules, et vont être inhalés par même le plancton, par toutes les espèces qui sont dans les océans, si bien qu'aujourd'hui on a 1,5 million d'animaux marins qui meurent chaque année de cette pollution. Et le plastique participe aussi indirectement à l'acidification des océans et au réchauffement climatique. Et donc, voilà, en combattant le plastique, on résout quand même beaucoup d'adéquations aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'on a tous envie en fait de résoudre le problème à la source en essayant de faire en sorte de consommer moins de plastique et surtout de mieux gérer le déchet plastique. Mais nous, ce qu'on fait comme constat, c'est que, en fait, il y a 8 milliards d'habitants, on va être 12 bientôt. Il y a des pays qui sont de plus en plus exemplaires comme l'Europe, mais vous allez en Afrique, en Asie du Sud-Est, le plastique là-bas, c'est un Mac 2 qu'il arrive. Le pouvoir d'achat arrive et donc, en fait, ça ne va pas être suffisant de sensibiliser les gens. Tu auras beau mettre tout en œuvre pour sensibiliser les gens dans les 10 prochaines années, on aura sensibilisé 3% de la population. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut sensibiliser à mort, faire des missions scientifiques pour comprendre cette pollution et surtout collecter aussi les déchets. Oui. Et en fait, un déchet plastique, il faut bien comprendre qu'à 80%, il vient de la Terre. Ce n'est pas les marins, ce n'est pas les pêcheurs, c'est vraiment 80% de cette pollution, c'est nous, les terriens, qui jetons notre plastique quelque part dans un égout, dans une rue ou à 1000 km des côtes. Et donc, en fait, ce qui est assez magique là-dedans, c'est qu'on peut voir que dans les estuaires des grands fleuves, tous ces plastiques arrivent et donc on peut les capter, en fait, ces plastiques, avant qu'ils finissent justement dans le fameux 7e continent. Et vous avez tous entendu parler du 7e continent, donc là, c'est mission quasiment impossible d'aller collecter les déchets plastiques là-bas. Mais si vous êtes aux abords des côtes, dans les estuaires des grands fleuves, comme le Mékong, le Yangtze, le Gange, quand vous êtes dans les rivières, vous allez capter ce plastique. Et donc, on a décidé avec The Sea Cleaner d'inventer des bateaux de 9 mètres à 56 mètres pour le projet Manta, des bateaux qui peuvent aller dans toutes ces zones les plus polluées du monde pour capter le plastique, le récupérer. Et après, il est recyclé ou il est... Alors, le Manta, par exemple, il va revaloriser le plastique directement à bord. C'est-à-dire que lui, il collecte de manière infinie pendant des semaines le plastique, il le traite directement à bord pour le revaloriser en source énergétique de l'énergie électrique qu'il va réutiliser pour alimenter ses moteurs électriques. Si bien qu'on a un bateau en fait, qui utilise le vent comme source de propulsion, le soleil et le plastique pour son énergie. Donc il n'y a quasiment pas d'empreinte carbone. Le bateau est construit en acier, il fonctionne pendant minimum 40 ans. Il va être recyclable à 85%. Donc on arrive à collecter ces déchets plastiques de manière relativement propre. Tu as combien de bateaux aujourd'hui qui travaillent ? Alors on a un Mobula déjà, un petit bateau qui est à Bali, qui est en action. On en a 3 autres qui sont en construction. Et on a besoin de terminer le financement du Grand Manta, puisqu'on vient tout juste de terminer les études de ce bateau qui va faire 56 mètres de long et qui va être le plus grand navire au monde, être capable de ramasser ces déchets plastiques à grande échelle, et puis aussi d'embarquer des scientifiques, puisqu'il y aura 8 à 12 scientifiques à bord. Et ce bateau, donc, on va savoir en avril 2024 quel chantier naval en Europe va le construire. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on termine la levée de fonds. Parce que il coûte combien ce bateau, Yvan ? Il coûte 42 millions d'euros pour une durée de vie de minimum 42 ans. Donc en fait, l'investissement, il n'est pas si énorme que ça. Vous mettez 5000 petits Mobula à l'eau, comme je vous ai parlé tout à l'heure, 500 Manta à l'eau, vous résolvez à peu près 80% de la pollution mondiale aujourd'hui, pour un investissement de 3 à 4 milliards d'euros par an. Oui, ça paraît raisonnable au niveau mondial. C'est raisonnable. Sauf qu'aujourd'hui, les pouvoirs politiques ne sont pas prêts à franchir le pas. Ils ne veulent miser que sur la sensibilisation. Donc aujourd'hui, les seuls qui peuvent nous aider, c'est les entreprises. C'est le cas pour 72 d'entre elles aujourd'hui qui nous soutiennent et qui vont nous aider à mettre à l'eau ces premiers bateaux, ce premier Manta en 2026. Et là, par la preuve, on va pouvoir prouver l'efficacité du rendement de ces bateaux. On le voit, le Mobula à Bali collecte plutôt 2 fois plus que ce qu'on avait prévu au début. Et donc, on va pouvoir montrer que ces outils sont indispensables, comme tel le camion poubelle qui nettoie, qui ramasse nos déchets dans les rues. Et aujourd'hui, donc, les entreprises qui te soutiennent financièrement, ça va de combien on va être concret. Ça va de 50 000 euros par an à 1 million d'euros par an, avec des entreprises comme La Poste, comme plein de... Mais les PME, les ETI également peuvent te suivre avec leurs moyens également. Quoi. Voilà, tout à fait. Il faut savoir quand même que c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise depuis 6 ans sur ce projet.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des RSE, et alors moi je ne suis pas un spécialiste du sociétal, et je ne suis pas un expert là-dessus. Par contre, l'environnement, je commence à comprendre dans quel environnement justement on évolue. Dans le factuel, quoi. Et je peux vous dire que les entreprises aujourd'hui, elles sont au rendez-vous sur les trajectoires carbone, parce qu'évidemment c'est réglementaire et qu'elle fait tout pour essayer d'y tenir. Et en France, on est très bon là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, sur la partie biodiversité, sur la partie engagement des entreprises auprès des ONG, je peux vous dire que la France, elle est à la rue là-dessus. On a le pays au monde où la fiscalité est la plus avantageuse, avec 60% de déduction fiscale. Vous prenez toutes les entreprises françaises, 150 000 entreprises françaises, vous savez combien elles donnent aux ONG pour l'environnement ? 220 millions d'euros. La totalité des entreprises françaises donnent 220 millions d'euros pour l'environnement aujourd'hui en France. C'est absolument peanuts, c'est des cacahuètes. Même Total pourrait se payer ça tout seul. Et donc les entreprises ne sont pas au rendez-vous là-dessus. Et c'est pour ça que moi je suis là pour ça, pour mener ce combat. Qu'est-ce que tu donnes pour les sponsors et les partenaires potentiels, Yvan? Bon, eux, toi, tu cherches des sous, on a compris. Mais après, tu passes un peu de temps avec eux, tu vas les rencontrer, tu essaies d'apporter, de prêcher la bonne parole, y compris en interne. Bah, évidemment, nous, on est là pour aller sensibiliser l'interne, embarquer les collaborateurs, favoriser la marque employeur. On écrit une histoire, on raconte, on fait vivre un rêve qui se met en place tout doucement. Voilà, on organise avec la Poste, par exemple, des collectes avec des milliers de personnes, des milliers de salariés qui collectent avec nous des déchets le long des rivières, sur les plages, etc., qui vont pouvoir gagner des concours pour monter sur le Manta, qui vont pouvoir écrire les premières pages de l'histoire de la collecte des déchets en mer. Donc ça c'est quand même bien. Et puis c'est un projet quand même cocorico. On a mis toutes les plus belles entreprises françaises autour de la table pour concevoir ces bateaux. Les Altran, les CEA, les Air Liquide, toutes ces entreprises ont contribué à mettre au point ce bateau. C'est quand même 50 000 heures d'études. C'est pas rien, quoi. On a vraiment mis ce qui existait de mieux autour de la table pour aller dépolluer les océans. Et ce bateau, donc je ne sais pas s'il y a un brevet qui a été déposé, un concept, je ne sais pas juridiquement comment c'était protégé. L'idée, c'est de vendre, d'en faire d'autres. On est une ONG, il ne faut pas oublier ça. Oui, il y a 2-3 brevets là-dessus, mais notre idée, c'est quoi? C'est de dire, si les Chinois ont envie de nous copier, pour une fois, on sera content en fait. Oui. On sera content, on dira aux Chinois, ah, vous avez envie de nous copier, on va vous accompagner, on va vous expliquer les erreurs qu'il ne faut pas commettre, on va travailler avec vous pour fabriquer ces bateaux. Voilà, nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est que ces bateaux se démultiplient. Ces 5000 bateaux dont je vous ai parlé, ils peuvent se construire en moins de 2 ans, dans le monde entier. Si tous les chantiers navals s'y collent, en moins de 2 ans, on voit les 5000 bateaux apparaître. Il y a des solutions concrètes et rapides, hein, parce que 2 ans, c'est à court terme. C'est rien du tout. Avant les questions spontanées, mon cher Yvan, toi, côté vin, bon, t'aimes bien la bonne bouffe, hein, t'aimes le bon pinard comme tous les marins. Exactement. Bon, t'es un peu le tabarly étant moderne. Et il paraît que tu avais un coup de cœur pour un vin du Beaujolais aussi, hein, à l'époque où tu étais sponsorisé par justement le comité de promotion des vins du Beaujolais. À l'époque, on avait le droit de le faire. Voilà, c'est vrai que le pays du Beaujolais qui nous avait soutenus. Et moi, j'avais goûté un super vin que j'avais aimé, c'était le Moulin à Vent, comme par hasard. Très bon, oui. Et donc, il nous avait dit, Bourgnon, tu vas aller faire le record à la traversée de l'Atlantique, c'est vachement bien. On va te filer un magnum de Moulin à Vent. Ce magnum va faire le record, et si tu bats le record, on va embarquer la bouteille dans le musée du Beaujolais, que je n'ai jamais visité pour le coup. Et donc, nous voilà avec Laurent Bignolas, le journaliste qui embarque la bouteille, nous voilà à New York, on part faire ce record. Ça dure une semaine, le record de la traversée de l'Atlantique. Et au bout à 36 heures de l'arrivée, on avait 36 heures d'avance sur ce record. Autant dire que tout le monde nous attendait en victorieux. Et en fait, on devait franchir la ligne d'arrivée à 3 heures du matin entre le Cap Lizard et Brest. Et tout le monde était sûr en allant se coucher qu'on allait le battre. Et nous, on a vu la ligne d'arrivée pendant 8 heures. C'était un truc de fou. Il y avait 0 vent, c'était pire que le lac Léman. Il y avait 0 vent au milieu de la Manche. Et donc, on n'a pas coupé la ligne d'arrivée à temps. Et le Beaujolais, qu'est-ce qu'il a fait comme Et voilà. Et Bignolas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher la bouteille de Moulin à Vent. On a picolé comme des fous toute la nuit sur le bateau. Et puis à 6 heures du matin, qui est-ce qui a appelé? Les journalistes de France Inter, d'Europe 1, sur le téléphone par satellite. Alors, vous avez gagné le record du tour le record de la traversée atlantique. Bon, non, on n'a pas battu le record. Alors, ils nous voyaient euphoriques, ils se disaient, mais ils ont battu le record. Mais non, on n'a pas battu. Voilà, non, c'était un bon souvenir à bord. Alors, pour l'aluminium, malheureusement, bien souvent, ça coule. Ça fait partie des 20% de plastique, en fait, et des déchets qui partent à la mer et qui vont couler. Et donc, nous, malheureusement, on s'est vraiment engouffré
dans ces 80% qui flottent, donc c'est plastique, à part quelques-uns comme les PVC ou le PET qui coulent. Mais on a quand même une grosse partie des 80% qui flottent, et c'est sur ceux-là qu'on s'est engouffré pour les stopper avant qu'ils partent dans les océans. Et après, en fait, on a fait en sorte que le bateau, le Manta, puisse avoir deux technologies, l'incinération ou la pyrolyse. Donc dans l'un, on brûle les plastiques pour en refaire de l'énergie, et dans l'autre, on va tirer des gaz de synthèse dans lesquels qu'on amène dans une chambre de combustion pour fabriquer de l'électricité. Alors, c'est deux technologies, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent en tout cas de faire de l'énergie. Et effectivement, on revalorise ce plastique. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que, souvent on nous dit, c'est bien, Bourgnon, tu vas refaire une économie, tu vas pour revendre de l'énergie avec ton projet Manta et tout. Mais non, aujourd'hui, la revalorisation de ces plastiques, et particulièrement ceux des océans, ça, c'est pas rentable. On va peut-être récupérer 5-10% de l'énergie qu'on va pouvoir revendre, de notre coût de fonctionnement, mais on reste un camion poubelle de la mer. Ouais. Le camion poubelle de la mer, il est financé par la taxe d'ordures ménagères. S'il n'y avait pas cette taxe, on ne financerait rien du tout. Donc évidemment qu'il faut mettre l'argent en face. Et nous, on se positionne plutôt comme des ONG. On a aidé les ONG pendant 70 ans pour lutter contre la famine en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus le choix. Il faut aider les ONG pour lutter contre ce fléau des plastiques dans les océans. Tu vois juste, évidemment, même avec 5000 bateaux, on ne pourra jamais aller collecter la surface des océans. Donc en fait, ce sont des actions très ciblées. Aujourd'hui, on a 12 pays d'Asie du Sud-Est qui représentent 60% de la pollution. Je crois qu'on a 20 fleuves dans le monde qui représentent aussi 66% de la pollution. Donc notre action, elle est vraiment très ciblée sur ces lieux-là, sur les estuaires des grands fleuves principalement, sur certaines mangroves, certains deltas, comme le delta du Bangladesh. On a vraiment ciblé nos actions là. Et puis après, l'accompagnement qu'on a, c'est vraiment d'aller là. On est à Bali actuellement. On a déjà un bateau qui collecte, mais notre objectif, c'est aussi de faire le travail à terre. C'est-à-dire qu'à terre, on a un partenariat avec un institut, une université pour faire du scientifique. On a un partenariat pour faire de la sensibilisation. Et nous, c'est hors de question de repartir de Bali tant que ces plastiques continuent à aller dans la mer. On veut que dans 10 ans, dans 15 ans, on puisse dire au revoir à Bali en disant on a fait un super boulot avec vous à terre, donc maintenant, vous n'avez plus besoin de nous sur mer. Donc, on s'en va. Et là, on sera content, on aura rempli notre mission, on passera à la suivante. Il faut déjà sensibiliser les 8 milliards de personnes qui sont sur la planète. Ce n'est pas pour rien qu'on est aux Émirats maintenant, qu'on est en Espagne, qu'on est à Bali. On veut aller sensibiliser le plus grand nombre. Les plastiques qu'on retrouve dans les océans, c'est les plastiques principalement des supermarchés. Donc il faut absolument que les gens sortent avec leur caddie avec plus de plastique dedans, quoi. Et donc ça, c'est un travail de fourmi. Mais voilà, moi j'étais en vacances à Oman il y a quelques années. Je voyais le chauffeur de taxi qui me baladait, qui me jetait ses déchets par la fenêtre. Forcément, ça m'a horrifié. Je lui ai expliqué mon projet pendant 2-3 heures où on était dans le taxi. Et bien, pendant 2 ans derrière, il m'a envoyé des photos, des images, des vidéos où il avait réussi à sensibiliser tout son village. Il y avait 3000 habitants, il n'y avait plus un déchet dans le village. Voilà, alors qu'au départ, j'avais sensibilisé une seule personne. Donc voilà, ça c'est le travail de The Sea Cleaner. On a 2700 bénévoles en France, on commence à en avoir ailleurs. Et le but, c'est de se déployer le plus possible à l'étranger pour que les comportements changent, pour que les envies changent. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple parce que les gens dans ces pays-là ont besoin de trouver 1 euro chaque jour pour s'alimenter. Oui. Et donc le déchet ne devient pas une priorité. Donc il faut leur montrer que ce déchet, c'est une ressource, qu'ils peuvent aussi, en l'amenant à une pyrolyse, à un conteneur de recyclage, à un conteneur d'incinération, peut-être tirer quelques centimes. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur des solutions technologiques comme ça, containerisables. On va pas commercialiser, mais mettre en service nos premiers containers en 2026. Et on pourra vraiment proposer des solutions aussi terrestres qui vont permettre de revaloriser ces déchets plastiques, parce que des Veolia, des Suez, eux, tant qu'il n'y a pas une rentabilité économique, ils ne vont pas sur place, on le sait, quoi. Donc on ne faut pas attendre que après eux, bien sûr. Yvan, dernière question. Donc, dans ton ONG, tu as 35 salariés et 2700 bénévoles. C'est comment le management du bénévole ?
Parce que c'est bien bénévole quand même, non? C'est ce qui est le plus dur en fait. Moi je découvre ça personnellement et c'est pas simple du tout parce que voilà, chaque bénévole a sa personnalité et il donne quelques heures, il le donne à corps et âme et il faut vraiment montrer une humanité incroyable et une diversité de population dingue. Donc c'est vrai que je suis bien entouré là-dessus, j'ai des responsables de pôle bénévolat, mais moi je me rends compte que je dois moi aussi, alors que je passe mon temps à développer l'association à l'échelle internationale, je dois passer beaucoup de temps aussi avec ces bénévoles parce qu'ils ont besoin de rapprochement, ils ont besoin de comprendre le projet, ils ont besoin de trucs, ils ont besoin d'amour, comme tu dis. Et voilà, donc il faut que s'organiser. C'est une association qui a besoin de s'organiser, d'organiser des webinaires, des formations, des délégations régionales. Il y en a 14 en France et il va falloir le faire maintenant dans tous les autres pays. Donc c'est un travail de fourmi incroyable, mais passionnant. Voilà, Yvan Bourgnon, The Sea Cleaners, il faut l'aider et l'applaudir chaleureusement. Bravo Yvan, bravo, bravo. Merci.